mai 1945, l'Allemagne nazie capitule. La France entière semble se retrouver après 5 terribles années d'occupation. On célèbre la victoire et l'unité nationale. Et déjà, on entrevoit la naissance d'un mythe, celui d'une France qui se serait levée unanime dès les premiers jours contre l'occupant, celui d'un pays peuplé de 40 millions de résistants. En ce jour de paix retrouvé, la foule s'enivre du défilé de milliers de héros descendant triomphalement les Champs-Élysées derrière le général de Gaulle. Mais ces images, si glorieuses et si rassurantes, occultent la réalité. À l'été 1940, il n'était qu'une poignée, quelques femmes et quelques hommes seulement, à oser dire non, à se lever contre Pétain, Hitler et la fatalité de la défaite. Parmi ces héros ordinaires, ceux qui ont rejoint le général de Gaulle à Londres, mais aussi ceux qui sont restés et qui ont fait le choix, au péril de leur vie, de combattre pour la liberté. Ce sont eux, et eux seuls, les premiers résistants qui, face à l'armée d'occupation et à la résignation de leurs compatriotes, ont ouvert le chemin vers cette victoire. Voici l'histoire de ces déraisonnables. Juin 1940. La France est sur les routes, avec 8 millions de réfugiés. L'armée française, submergée par l'offensive allemande, est en déroute. Le pays tout entier est en état de sidération. Le 17 juin, le maréchal Pétain, qui vient d'être nommé président du Conseil, annonce à la radio sa décision de demander l'armistice à l'Allemagne nazie. Français, c'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Pour beaucoup de Français, épuisés par les combats, la débâcle et l'exode, le discours de Pétain est perçu comme un soulagement. La figure paternelle et rassurante du vainqueur de Verdun permet d'accepter ce qui était encore inimaginable quelques semaines plus tôt. Mais pour quelques-uns, ces paroles de soumission au vainqueur sont insupportables. Le même jour, le général de Gaulle s'envole pour l'Angleterre, avec l'intention de poursuivre la lutte, sans savoir encore comment. Jean Moulin, préfet d'Eure-et-Loire, est arrêté à Chartres et torturé pour avoir refusé de signer un texte accusant, à tort, les troupes coloniales françaises d'avoir massacré des civils. Dans sa cellule, il tente de mettre fin à ses jours. D'autres encore font le choix de continuer à combattre, au péril de leur vie. Comme Pierre Georges, militant communiste de 21 ans, connu sous le nom de colonel Fabien. Germaine Tillon, qui décide de faire quelque chose. Ou encore Henri Freinet, capitaine dans l'armée, qui rédige le premier appel à la lutte armée. Au nombre de ces irréductibles, 3 jeunes, Mireille Albrecht, Jacques Lucéran et Gilbert Brusselin, qui dès la fin du discours de Pétain, entrent en résistance. Mireille a 16 ans. Elle est la fille de Bertie Albrecht, une femme d'exception, en avance sur son temps. Féministe, membre de la Ligue des droits de l'homme, elle est résistante avant l'heure. Dès les années 30, elle vient en aide aux opposants au nazisme, aux réfugiés juifs et aux exilés espagnols. En juin 1940, Bertie Albrecht et sa fille Mireille fuient l'avancée allemande et se réfugient à Vierzon. C'est là qu'elles entendent le discours de Pétain. Le 17 juin, à 12h30, nous écoutons à la radio le maréchal Pétain. Il annonce qu'il fait don de sa personne à la France. Il demande aux Français de cesser le combat.
je vois ma mère blêmir. Elle dit à voix basse, « Ce n'est pas possible. Quelle honte. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Il faut agir. » Au même moment, Jacques Lucéran, un lycéen aveugle de 16 ans, se révolte lui aussi. Pétain demande aux Français de se rendre. Déclare que toute résistance serait une faute. Et que Pétain soit un traître ne vient à l'esprit de personne. En ce qui me concerne, je n'ai aucun doute. Quand? Comment? Quelles seront mes armes? Je ne sais pas. Mais ce que j'ai dans la tête et dans le cœur s'appelle la liberté. Le courage ne va pas être facile, mais j'ai la fièvre d'agir et de faire quelque chose. Gilbert Brusselin a 21 ans. Il vit avec sa mère dans le Paris populaire. Ballotté entre chômage et petit boulot, son expérience et sa haine de l'injustice déclenchent une réaction immédiate à l'écoute du discours de Pétain. J'écoute à la radio chevrotter la voix de Pétain. Je me dis que le vieux est devenu fou. Le lendemain, j'entends parler d'un général de Gaulle à Londres. Il demande aux hommes de le rejoindre pour monter une armée et libérer la France. Je décide de rejoindre les communistes. C'est avec eux que je veux libérer mon pays. Depuis la signature du pacte germano-soviétique en août 1939, la position des communistes français est intenable. L'accord entre Staline et Hitler est pour la plupart d'entre eux incompréhensible. À présent que l'Allemagne occupe la France, comment peuvent-ils accepter cet accord contre nature? Les défections sont nombreuses. Car le pacte et l'alignement sur Moscou contraignent le Parti communiste français, qui n'a cessé avant-guerre de mettre en garde contre l'expansionnisme allemand, à s'afficher pacifiste et à modérer sa critique à l'égard de Berlin. Le parti, qui promet à l'occupant de ne rien faire pour vous, mais rien contre vous, interdit à ses militants de s'en prendre aux Allemands. Dès l'armistice de juin 1940, les dirigeants communistes sollicitent même des autorités d'occupation l'autorisation de laisser reparaître leur quotidien, l'Humanité. Pour les communistes français les plus aveuglément fidèles à Staline, il faut se résigner à accepter cette neutralité complaisante vis-à-vis de l'Allemagne nazie. Mais pour d'autres, comme Rolf Tanguy ou Pierre Georges, alias le colonel Fabien, qui a combattu pendant la guerre d'Espagne, et Gilbert Brusselin, qui a rejoint les communistes au lendemain de l'armistice, les calculs politiques sont indignes de la situation. Et il faut, sans attendre, s'engager dans le combat contre l'occupant. Le Parti communiste n'attaque pas l'armée d'occupation. Ça m'agace. Mais je fais confiance à la direction du parti. Ça ne m'empêche pas de commencer mes activités. J'ai rendez-vous avec un camarade. Il me dit, dans cette rue, beaucoup d'ouvriers passent pour se rendre au travail. Nous allons leur écrire des messages sur les murs. À bas le régime de Vichy. Vive la France soviétique. La France soviétique. Ce mot d'ordre me semble choquant. Les Français subissent déjà le joug de l'occupation allemande et nous leur proposons une occupation soviétique pour les libérer. La revendication essentielle des Français, c'est la fin de l'occupation et l'indépendance du pays. J'écris de mon propre chef. Vive la France indépendante. Je continue le militantisme. Collage de papillons et d'affichettes. Inscription sur les murs. Lancer de tracts aux sorties du cinéma et dans les usines. Distribution dans les étages. Voyant mon assiduité, la direction me confie la responsabilité de la section du 11e arrondissement. L'une des premières formes de résistance consiste à développer des actions pour réveiller l'opinion. La défaite a provoqué l'abattement et la résignation de la population. L'urgence est de maintenir le moral des Français, en leur disant qu'ils ne sont pas seuls dans leur désarroi, mais aussi de les informer sur la véritable nature de l'occupation, en contrecarrant la propagande officielle. Car dans cette France occupée,
tout est déjà sous contrôle. La presse, comme la radio. Les seules informations qui paraissent sont allemandes ou vendues à la cause allemande. Les mots sont alors les premières armes des résistants. Ils se mettent à fabriquer des tracts, coller des papillons, écrire sur les murs. Comme ils n'ont aucun moyen, ni financier ni matériel, ils fabriquent des tracts de manière rudimentaire, avec les moyens du bord. Ils écrivent des messages à la craie, au fusain, partout où ils le peuvent. En parallèle de cette résistance par l'écrit, d'autres initiatives individuelles sont prises. Ce qui rassemble ces tout premiers résistants, c'est qu'ils veulent tous faire quelque chose, sans vraiment savoir quoi, mais avec l'obsession d'agir. Ils n'ont aucune expérience, alors ils bricolent, tâtonnent. Il leur faut tout inventer. Germaine Tillon, ethnologue, motivée par un profond sentiment de justice et de patriotisme, va, dès le mois de juillet 1940, monter une filière d'évasion des prisonniers coloniaux. Bertie et Mireille Albrecht, de leur côté, vont venir en aide aux prisonniers, à leur façon. Ma mère ronge son frein. Elle ne supporte pas d'être sous la botte des nazis. Elle n'arrête pas de dire « on ne peut pas rester soumis ». Une idée lui vient à l'esprit. Les Allemands ont fait prisonnier plus d'1 million de nos soldats. Ils les ont parqués dans des camps de fortune assez mal gardés. Des hommes courageux parviennent à s'évader. Mais la difficulté est de passer en zone libre. Vierzon est coupé en deux. La rivière du Cher est devenue ligne de démarcation. L'église est en zone occupée, le cimetière en zone libre. Maman me dit, on va jouer un bon tour au Boche. Elle va voir le curé, connu pour son manque d'enthousiasme à l'égard des Allemands. Elle lui propose d'organiser de faux enterrements. Il trouve l'idée excellente. Et nous voilà à cacher les prisonniers évadés dans des cercueils, d'autres dans le cortège. Jamais de morts n'ont été autant accompagnés jusqu'à leur dernière demeure. Une nouvelle occasion de jouer un bon tour au Boche se présente à moi. Nous ne pouvons pas correspondre d'une zone à l'autre. Je persuade maman de me laisser faire le transit des courriers. Je pars à bicyclette, malgré mes grands airs, pas très rassurés. Au poste de garde à l'entrée du pont, le soldat me demande mon laissez-passer. Je lui dis que je veux juste voir ma grand-mère qui habite de l'autre côté. Je vois bien qu'il me trouve à son goût. Blonde aux yeux bleus, le teint rose, une véritable petite Arienne. Il me laisse passer. Les initiatives individuelles et isolées sont fragiles. Très vite, les premiers résistants comprennent l'importance de se regrouper. Seuls, leurs actions sont limitées. Parmi les plus précoces, ceux du Musée de l'Homme à Paris, le MLN, Mouvement de Libération Nationale, et Libération Sud, en zone libre. Le groupe du Musée de l'Homme est constitué aux premières heures de l'occupation sous l'impulsion de Boris Vildé, linguiste, d'Yvonne Audon, bibliothécaire, et Anatole Levitsky, anthropologue. Ce petit groupe entre rapidement en contact avec d'autres désireux de faire quelque chose. Comme Germaine Tillon, avec sa filière d'évasion, qui les rejoint pour coordonner leurs actions. Le MLN, Mouvement de Libération Nationale, est créé à Lyon à l'automne 1940 par le couple Henri Freinet, Bertie Albrecht. Enfin, Libération Sud, initialement appelée la dernière colonne, naît d'une rencontre fortuite dans une brasserie de Clermont-Ferrand du journaliste Emmanuel Dastier de la Vigerie, avec entre autres le philosophe Jean Cavaillès et l'agrégé d'histoire Lucie Aubrac. Ces embryons d'organisation se multiplient. Mais dans cette nouvelle France en partie occupée, où certains collaborent déjà avec l'occupant, ce n'est pas simple de trouver des alliés. Il est difficile de clamer haut et fort ses opinions. Alors souvent,
Le réflexe est de chercher dans les milieux que chacun fréquente. Collègues, amis, membres d'une même famille. Des chaînes de complicité se mettent en place. C'est donc tout naturellement que Jacques Lucéran, lycéen au lycée Louis-le-Grand à Paris, va chercher dans son milieu étudiant des raisons d'espérer, autant que des alliés. Les lycées rouvrent leurs portes. J'entre en classe de philosophie à Louis-le-Grand. En présence de nos professeurs, il faut faire semblant. Paraître raisonnable. Mettre nos passions en veilleuse. Sauf avec le professeur d'histoire. Lui n'est pas comme les autres. Il nous dit « Messieurs, je vous demande de m'écouter, pas de m'obéir. Ce pays va crever si tout le monde obéit. » Il nous fait comprendre que la France est blessée, mais pas morte. Il n'a pas peur, notre professeur. Mais quelle délivrance. Les idées germent dans ma tête. Le 11 novembre, il y a une manifestation sur les Champs-Élysées. Le souvenir de la victoire de 1918 ne veut pas s'éteindre. Pour la première fois depuis l'armistice, des Parisiens disent non. Et ce sont des lycéens. Le lendemain, j'apprends que plus de 200 d'entre eux ont été arrêtés. La manifestation du 11 novembre 1940, qui réunit des milliers de lycéens et d'étudiants, provoque les Allemands en rappelant leur défaite le 11 novembre 1918. Pour la première fois, depuis l'armistice, ces jeunes défient publiquement l'occupant. Ils déposent des gerbes de fleurs au pied de la statue de Clémenceau et chantent la Marseillaise, malgré l'interdiction des rassemblements par les autorités allemandes. Cet acte de résistance se fait au vu et au su de tous les Parisiens, du régime de Vichy et de l'occupant. Les dés sont lancés. La jeunesse affirme au grand jour sa résolution de combattre. Mais les Allemands ne peuvent laisser passer une telle provocation. Aidés de la police française, ils réagissent brutalement. Plus de 200 jeunes sont arrêtés, emmenés dans les prisons de la Santé, du Cherche-Midi et de Fresnes. 140 d'entre eux sont encore incarcérés une semaine plus tard. Les Français doivent comprendre que toute indiscipline sera punie, quelle que soit sa nature ou sa gravité. La veille de la manifestation, Jacques Bonsergent, de l'École nationale supérieure d'arts et métiers, est mêlé involontairement à une bousculade, au cours de laquelle un soldat allemand est frappé. Il refuse de dénoncer son camarade, à l'initiative de la bagarre. Que pourrait-il risquer pour si peu? Mais la sentence est implacable, et elle se veut exemplaire. Il est condamné à mort et exécuté au fort de Vincennes. Il avait 28 ans. Il est le premier civil parisien fusillé durant l'occupation allemande. En ce mois de novembre 1940, si la vie étudiante de Mireille Albrecht semble paisible, cela ne l'empêche pas de poursuivre des actions de résistance avec sa mère. Je fais ma rentrée au lycée de Vierzon. Je dois me retenir pour ne pas raconter à mes camarades les passages clandestins des prisonniers évadés et mes transports de courrier. Il me faut observer la règle du silence, garante de notre sécurité. J'apprends à mentir. J'apprends aussi ce que c'est que d'avoir faim et de n'avoir rien à se mettre sous la dent. Comme maman travaille toute la journée, c'est à moi qu'incombe les courses. J'y vais à contre-cœur, excédé d'avoir à faire la queue pour obtenir 3 fois rien. La mauvaise humeur de chacun engendre des disputes, qui cessent dès que se profilent au loin les silhouettes des Allemands. Ces derniers, sans doute pour se distraire, font parfois inverser le sens de la file. Personne n'ose protester, de peur des représailles. Maman me tricote un pull-over avec des restes de laine. Vers la mi-novembre, elle reçoit des nouvelles d'Henri, son ami. Fait prisonnier le 25 juin, il s'est évadé et il est rentré à Lyon. Lui aussi a commencé une action anti-allemande. Il a recruté une poignée d'hommes qui, comme eux,
n'accepte pas la défaite. Elle brûle d'envie de le rejoindre. J'accepte de partir avec elle à Lyon. Henri Freinet, une des figures de la résistance de la première heure, est l'amant de Bertie Albrecht. Henri Freinet est militaire, nationaliste, de droite. Bertie Albrecht est protestante, féministe, proche des socialistes et des communistes. Elle est de 12 ans son aînée. C'est elle qui l'initie au danger du nazisme. Tout semble les opposer, mais le désir commun de résister l'emporte sur les croyances, les valeurs et l'éducation. Contrairement à l'action précoce de Bertie, celle de Freinet ne se construit pas dans un premier temps en opposition au maréchal Pétain. En effet, Freinet travaille au sein de l'armée dite d'armistice et imagine pendant plus de 6 mois pouvoir concilier son engagement dans la résistance avec le fait de servir le régime de Vichy. Fin 1940, les premiers mouvements s'organisent et développent leur résistance par les mots. Les tracts ne suffisent plus à informer et à contrecarrer la propagande. Bertie Albrecht et Henri Freinet lancent un bulletin d'information dactylographié et renéotypé dès janvier 1941. Mais le premier véritable bulletin périodique qui va marquer les esprits est celui du groupe du Musée de l'Homme, édité le 15 décembre 1940. Son titre, « Résistance », affiche une volonté farouche de ne pas s'incliner. Pour la première fois, le mot « résistance » apparaît. Il devient l'appellation de la lutte contre l'occupation nazie et le régime de Vichy jusqu'à aujourd'hui. Alors que cette résistance prend forme, la répression s'accentue. Hors de question pour le gouvernement de Vichy et les Allemands de tolérer la moindre insoumission. Ils sont bien décidés à tuer dans l'œuf ces actes de désobéissance et de terroriser ceux qui seraient tentés de rejoindre ces premiers résistants. En janvier 1941, Gilbert Brusselin, pour la première fois, fait l'expérience de cette chasse aux dissidents. Aujourd'hui, les camarades opèrent sur Bastille. Avec Simon, on part faire des inscriptions avec toujours aucun mot d'ordre contre l'armée d'occupation. Tout à coup, des flics arrivent. Pas le temps de nous séparer. Ils nous coincent. Ils nous fouillent et découvrent sur moi la brochure Notre Jeunesse. Ils nous embarquent dans leur panier à salade. Simon cache le fusain et quelques papillons derrière la banquette. On nous présente au commissaire. La quarantaine, pète sec, il nous attaque d'emblée. Simon est libéré. Il n'avait rien sur lui. Pas de preuves. Je suis transféré à la santé. Puis tribunal. Audience des flagrants délits. Ma mère a payé un avocat. Je lui raconte que j'ai trouvé la brochure dans le métro. Il va voir le président et lui chuchote à l'oreille pendant un certain temps. Il vient me voir à nouveau. Tout est arrangé. Je rentre à la maison. Ma mère a trouvé une motte de beurre au marché noir. Quelle aubaine. Après cette aventure, j'ai très faim. Alors je pioche goulûment. Maman me dit, profite. Quand tu seras fusillé, tu pourras plus en manger. Gilbert Brusselin est désormais fiché dans les registres de la police française. Reconnu comme ennemi de la France par les autorités, il doit redoubler de prudence. Car le gouvernement de Vichy est prompt à satisfaire l'occupant en matière de répression, en mettant à sa disposition les dossiers et informations qu'il possède. De leur côté, les Allemands ont mis en place un véritable système de surveillance. Ils recrutent parmi les Français des hommes de confiance. Ces derniers, grassement rémunérés, s'infiltrent dans les réseaux
pour collecter un maximum d'informations. Dès lors, chaque nouvelle recrue peut s'avérer être un traître à la solde de l'occupant. La première organisation à être victime de ces trahisons est celle du Musée de l'Homme. Pionnière dans la lutte contre l'occupant, elle est aussi la première à être démantelée. Albert Gaveau, un mécanicien, indicateur à la solde de la Gestapo, parvient à devenir l'homme de confiance de Boris Vildé. Il identifie et dénonce la plupart des membres fondateurs du Musée de l'Homme. 19 d'entre eux sont arrêtés. Boris Vildé et Anatole Levitsky seront exécutés. Yvonne Odon et Agnès Imbert, déportés. Alors évidemment, la prudence est également de mise pour le jeune lycéen Jacques Lucéran. En mars 1941, il est parvenu à regrouper une cinquantaine de lycéens autour de lui. Il est maintenant le chef d'un mouvement, les Volontaires de la Liberté. Pour lutter efficacement, Jacques doit donner de l'ampleur à son mouvement et recruter. Mais dans cette France surveillée constamment et où les traîtres sont si nombreux, chercher des alliés, c'est aussi s'exposer au danger. Jacques a développé des sens de la perception que seuls les aveugles peuvent avoir. Au sein du mouvement, tout le monde comprend très vite la chance d'avoir pour chef un jeune homme doté de facultés sensorielles aussi particulières que précieuses. Je suis le chef d'un mouvement de résistance. Nous sommes 52 jeunes engagés, pour un engagement sans retour. Le plus âgé n'a pas encore 21 ans, et moi je n'en ai pas tout à fait 17. Aussi longtemps qu'on nous prendra pour des gosses, on ne nous tiendra pas pour suspects. Il faut exploiter ce préjugé. À l'unanimité, il est décidé que je serai chargé du recrutement. Tous pensent que je suis le seul à pouvoir démasquer un traître. Depuis que j'ai perdu la vue, je lis dans les voix tant de choses. Il y a des garçons qui respirent mal et dont la voix reste couverte comme un nuage. Il y a les nerveux qui se servent de leur voix à contretemps. Les timides qui se font aussi petits qu'ils le peuvent derrière leur bredouille. Les hypocrites sont reconnaissables sur le champ car leur voix est tendue, avec des intervalles brusques entre les mots. Je travaille alors à mes instincts. Je trie les forts des faibles, les fidèles des lâches. L'heure n'est pas aux nuances. Chaque semaine, je rapporte mes décisions au comité central. Un tel est admis sans réserve, tel autre est admis à l'essai. Il faut le surveiller pendant un temps. Le mouvement grandit au rythme d'une cellule vivante. En moins d'un an, près de 600 jeunes, pour la plupart étudiants, vont rallier le mouvement de Jacques Lucéran. Le 21 juin 1941, Hitler rompt le pacte de non-agression signé avec Staline près de 2 ans plus tôt. L'Allemagne envahit l'Union soviétique. Cette date marque un tournant dans la résistance qui prend une nouvelle dimension. Plus question de simple désobéissance et d'incivilité pour les communistes. Ils prônent désormais le passage à la lutte armée. Staline les encourage à des actions violentes et spectaculaires, sabotage et attentats contre des officiers allemands. Pierre Georges, un ouvrier métallurgiste de 21 ans, qui passera à la postérité sous le nom de colonel Fabien, est déjà un militant communiste expérimenté. Engagé dès l'âge de 14 ans, il a fait ses armes dans les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne. Il est combatif et discipliné. Déjà arrêté à 2 reprises, il a fait l'expérience de la clandestinité. Il est une valeur sûre pour la direction du parti, qui lui ordonne d'abattre des officiers de la Wehrmacht. À l'été 1941, Fabien organise des formations au maniement des armes et entraîne les jeunes recrues dans des bataillons de jeunesse. Le 13 août 1941,
une manifestation est organisée par le Parti communiste pour marquer son engagement dans la résistance. Elle est violemment réprimée. Samuel Tieselman et Henri Gautreau, 2 jeunes militants, sont arrêtés, condamnés à mort et exécutés 6 jours plus tard. Le lendemain de cette exécution, les nazis ordonnent une rafle dans le 11e arrondissement de Paris, sous prétexte de lutter contre les actions menées par les soi-disant judéo-bolcheviques. La police parisienne procède à l'arrestation de 4232 juifs. En représailles et pour venger Gautreau et Tieselman, le Parti communiste décide de frapper fort. Le colonel Fabien est chargé d'organiser un attentat contre l'occupant. Il décide de montrer l'exemple aux jeunes militants. Il convoque 3 d'entre eux au métro Barbès-Rochechouart pour leur prouver que s'attaquer à un Allemand est possible et qu'il faut dépasser le cap de l'appréhension à tuer. Gilbert Brusselin fait partie de cela. Cette fois, c'est vraiment la guerre. Le ton de notre propagande change. On dénonce enfin l'occupant nazi. On passe à des actions nouvelles. Attaque des boutiques de collabos. Et surtout, on veut s'en prendre à l'armée d'occupation. La direction des jeunesses organise des groupes armés. Je suis responsable du secteur Est, avec un nouvel adjoint, Zalkinov. Pour les armes, on a une solution. Une ordonnance menace de mort tous Français qui en possèdent. Ils doivent les rendre. Beaucoup préfèrent s'en débarrasser dans les égouts. Grâce à des éboueurs, avec Zalkinov, on récupère un 7,65, 2 6,35 et un 9 mm à barillet. On nous présente, à Zalkinov et moi, le colonel Fabien. Il nous donne rendez-vous le lendemain. Métro Barbès-Rochechouart, 8 heures précises. On se serre la main. Au petit jour, je m'engouffre dans le métro avec Zalkinov. On retrouve Fabien. Je le suis dans l'escalier. Je serre mon revolver dans ma poche, prêt à m'en servir. Un Allemand en uniforme descend l'escalier et approche. La rame entre en gare. Elle stoppe. Les portières s'ouvrent. Je sors mon arme. L'Allemand pénètre dans le compartiment de première. Fabien se précipite derrière lui et tend son 6,35. 2 coups de feu. Pan, pan. L'Allemand chancelle et s'effondre. Fabien court en direction de l'escalier de sortie, je le suis. Je tiens toujours mon 7,65 pointé en avant. On sort, on traverse le boulevard. Arrivé au square Villette, on s'arrête. Fabien reprend son souffle et s'exclame. Gautreau et Tieselman sont vengés. L'assassinat de l'aspirant Alphonse Moser au métro Barbès est le premier attentat meurtrier commis et revendiqué par la résistance. Le lendemain de l'attentat, le général de Gaulle prend la parole sur les ondes de la BBC pour saluer le courage des résistants et appeler à l'intensification de la lutte contre l'occupant nazi. Rançon de ce succès, les Allemands annoncent que tous les Français mis en état d'arrestation, quelle qu'en soit la raison, sont désormais considérés comme des otages. En cas de nouvel acte, un nombre d'otages correspondant à la gravité de l'acte commis sera fusillé. À la demande d'Hitler, un ratio est fixé par décret. 50 à 100 prisonniers exécutés pour un soldat allemand. Le 30 août 1941, les Parisiens apprennent par une affiche jaune placardée sur les murs qu'Honoré d'Estiendorf, condamné à mort pour espionnage par le tribunal allemand,
a été fusillé, ainsi que Maurice Barlier et Yann Dornick. Destienne d'Orve, monarchiste et catholique, capitaine de corvette au sein des forces françaises libres, fait partie des services secrets de De Gaulle. Envoyé par Londres, en France, pour collecter des renseignements sur les troupes ennemies, il est dénoncé par un traître infiltré et arrêté en janvier 1941. Détenu durant des mois comme otage, il est exécuté en représailles de l'attentat de Barbès. Mais ce passage à la lutte armée n'empêche pas la continuité de l'action par l'information. Le mouvement de Jacques Lucéran publie en octobre 1941 son premier bulletin clandestin, Les Volontaires de la Liberté. Jacques mène avec ardeur son combat de résistant. En parallèle, il poursuit ses études avec assiduité. Après avoir brillamment obtenu son baccalauréat, il intègre une classe d'élite pour préparer le concours à l'École normale supérieure. Mes journées balancent entre les études et l'action à une cadence effrayante. Les volontaires de la liberté ont construit un réseau d'agents dévoués corps et âme. Nous sommes résolus à ne rien cacher, car il y a ce monstre à combattre, le défaitisme. Et cet autre monstre, l'indifférence. Il faut tout faire pour empêcher les Français de s'habituer au nazisme. Nous ne voulons plus qu'on affame les populations, qu'on torture les prisonniers parce qu'ils sont prisonniers, qu'on persécute les juifs parce qu'ils sont juifs. Nous publions notre bulletin de liaison, imprimé sur feuille volante. Il n'est pas très bien rédigé, mais il est virulent. On y dit les vraies nouvelles de la guerre, et on les commente. On dénonce les crimes nazis qui viennent à notre connaissance de toutes parts. La vente de papier est contrôlée. Nous organisons un commando pour en voler. Puis c'est au tour de l'encre, puis des machines Ronéo. Il faut ruser. À l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne, il y a des cellules capitonnées, réservées aux fous furieux. Grâce à un jeune psychiatre, l'une d'elles est notre atelier. Nous formons 3 équipes de distribution. Elles opèrent dans les immeubles parisiens. Les exemplaires sont glissés sous les portes ou dans les boîtes aux lettres. En cette année 1941, en zone occupée et surtout à Paris, la surveillance policière est omniprésente, la répression implacable. Cette escalade de la violence ne décourage pas les communistes. Si à Paris, chaque coin de rue est surveillé, qu'à cela ne tienne, ils étendent la lutte armée en province. Les responsables des bataillons de jeunesse, dont le colonel Fabien, décident d'envoyer leurs jeunes militants effectuer des actions en solitaire. Le 20 octobre 1941, Gilbert Brusselin est désigné pour commettre des attentats à Nantes. Je délègue à Zalkinov la direction du quartier et je prends le train pour Nantes. Avec moi 2 camarades, Bourdarias et Spartaco. Pendant le voyage, nous bavardons, tout en restant prudents. En cas d'arrestation ou de torture, on pourrait malgré nous lâcher des informations qui feraient des ravages dans nos rangs. Au petit jour, branle-bas de combat. Habillés, rasés à l'eau froide, et revolvers dans les poches, on se met en marche vers la voie ferrée. Spartaco et Bourdarias s'installent sur le talus. Je descends sur la voie et je cale les 5 pains de dynamite sous le rail. Nos copains cheminots sont au courant de l'opération. On entend un convoi à l'approche. La dynamite explose. Puis nous partons sillonner les rues de Nantes à la recherche d'un Allemand. On n'en croise aucun. Où se cache-t-il? Au loin, j'aperçois un képi. J'approche. Il tourne la tête vers moi sans méfiance. Un caporal d'à peine 18 ans. Je peux tout de même pas tuer un gars de mon âge.
Tout à coup, Spartaco me donne un coup de coude. Là, devant nous, 2 magnifiques officiers. Nous l'emboîtons de pas. On sort nos armes. Le revolver de Spartaco est enrayé. Je tire. Je me retourne et je détale. Spartaco me suit. Un tram passe. Nous lui faisons signe. Le receveur nous aide à monter, nous payons notre place. On apprend que nous avons tué le chef de la commandanture. Il faut ramasser nos affaires et dégager rapidement. Je regagne Paris sans encombre. Je suis fier et heureux. Nous avons réussi notre coup sans bavure. La révolution est pour bientôt. Nous allons changer la face du monde. Je suis tout à mes pensées quand j'aperçois un familier qui m'attend devant ma porte cochère. Il me prend le bras, il m'entraîne. Les flics sont chez toi. Ta mère nous a prévenus. Il faut filer. Il faut absolument que je prévienne Zelkinov. Ses parents habitent rue de Meaux. Je m'y rends. Devant leur maison, la police est déjà stationnée. Le 30 octobre 1941, Fernand Zalkinov, 18 ans, un juif d'origine russe, est arrêté. Il sera fusillé le 9 mars 1942. Dans sa dernière lettre, il confie « Je suis sûr que ma mort ne sera pas inutile, qu'elle servira à construire un monde où il y aura du pain pour tous, et aussi des roses. » La mort du chef de la commandantur de Nantes entraîne une réaction brutale de l'occupant. Hitler demande en expiation de ce crime que soient exécutés 50 otages sur le champ. 50 autres, si les coupables ne sont pas arrêtés. La liste des condamnés est laissée à la discrétion de Vichy. Le gouvernement se fait fort de choisir en priorité des communistes parmi les détenus des prisons françaises. Le 22 octobre 1941, 48 otages sont exécutés à Châteaubriand, à Nantes et au Mont-Valérien. Le plus jeune, Guy Môquet, âgé de 17 ans seulement, meurt pour la seule raison d'avoir distribué des tracts. C'est la première exécution massive d'otages. 2 jours plus tard, 50 autres otages sont exécutés au camp de Souges, en Gironde, en représailles à un attentat commis à Bordeaux contre un officier allemand. Le 15 décembre 1941, le record journalier est atteint, avec 95 otages fusillés. Au total, entre septembre et décembre 1941, 243 otages, parmi lesquels 154 communistes et 56 juifs, tombent sous les balles de l'occupant. Cette crise des otages marque un tournant. Pour des Français de plus en plus nombreux, Vichy est désormais coupable de complicité de crimes et d'asservissement total à l'égard de l'occupant. Cette répression qui sème partout la terreur n'arrête pas pour autant Berthier Albrecht et Henri Freinet. À Lyon, ils poursuivent la lutte sans relâche. Leur mouvement, le MLN, Mouvement de Libération Nationale, fusionne avec le mouvement Liberté pour devenir le mouvement Combat. Combat devient vite l'un des plus importants mouvements de résistance en zone sud. Henri Freinet, devant l'évidence de la politique de collaboration de Pétain avec l'Allemagne, a finalement rompu ses liens avec Vichy et quitté l'armée. L'officier, habitué dans son cadre militaire à l'obéissance et au respect de la légalité, n'a désormais plus d'autre choix que d'opter pour une vie clandestine. Mireille Albrecht découvre avec sa mère Berthier et Henri Freinet ce que signifie, au jour le jour, vivre dans la peur d'être arrêté. À Lyon, j'entre de plein pied dans le travail clandestin. Je dors dans un bureau qui sert à Henri dans la journée.
Sur des cartes d'état-major, il met des épingles à tête rouge sur les lieux où sont implantées les antennes de combat, notre mouvement. Henri ne prend aucune décision sans avoir concerté maman. Un jeudi après-midi, je suis seule à l'appartement. Henri vient de partir. La sonnette retentit. Je me trouve face à deux inconnus qui demandent à voir le capitaine Freinet. Je réponds que nous n'avons plus de nouvelles depuis juin 1940, avec l'air le plus bête que je puisse trouver. Voyant les cartes d'état-major, il me demande de quoi il s'agit. Prise de cours, je réponds que je les utilise pour mes cours de géographie. Il me demande si c'est moi aussi qui fume des cigarettes. Je leur réponds alors « Non, c'est maman qui fume ». Maman fait prévenir Henri de ne plus jamais venir chez nous. Nous faisons nos valises et quittons l'appartement. Pour la première fois, je prends conscience du danger. Quelques jours plus tard, on apprend que le concierge nous a dénoncés, soupçonnant chez nous des activités de prostitution. Avec maman, nous entrons en clandestinité totale. Pour échapper à l'escalade d'une traque sans relâche, les résistants sont contraints à entrer en clandestinité totale. Il faut abandonner sa famille, vivre toujours en solitaire, changer de planque régulièrement, cacher sans cesse le matériel d'impression, les tracts, l'encre, le papier, les radios, partout où l'on peut, sous un plancher, derrière des plaintes, dans un interrupteur. N'avoir que des précautions pour chaque geste, lorsque l'on sort, lorsque l'on parle, lorsque l'on se donne rendez-vous. On coupe des billets de 10 francs en deux, et chacun doit montrer une partie coupée, pour être certain que l'on s'adresse à la bonne personne. On échange en langage codé. Les résistants doivent aussi falsifier leur identité. S'inventer un nom de lutte, choisi pour être passe-partout, comme Léon, en référence à un personnage que l'on aime, Tintin, suivant sa géographie, Vercors ou Aubrac, son physique, Ficelle. Les pseudonymes révèlent aussi les personnalités. Henri Freinet adopte comme premier nom de lutte Henri Franssen, sans doute par affirmation de son amour patriotique. En tout cas, ce surnom lui permet de conserver ses initiales HF brodées sur ses vêtements. Les pseudonymes permettent de se protéger de l'occupant et de Vichy, autant que des autres résistants. Si l'un est arrêté, sous la torture, il ne pourra pas livrer leur véritable identité. Pour tromper l'ennemi, on n'hésite pas non plus à changer de coiffure, raser sa moustache ou la faire pousser, porter des lunettes. Cette nouvelle vie clandestine implique la fabrication de faux papiers. Là aussi, les résistants bricolent, pour confectionner des contrefaçons de tampons, trouver des cartes d'identité vierges, falsifier les écritures. Ils rusent pour trouver des noms, en reprenant les identités de personnes décédées dans les registres d'état civil et les avis de décès publiés dans les journaux. Les noms choisis doivent être cohérents avec l'âge, la région d'origine et l'histoire personnelle de la personne à protéger. Mais parfois, même la vie clandestine ne peut garantir la sécurité. Le seul moyen d'échapper à une mort certaine est de fuir à l'étranger. Gilbert Brusselin, depuis l'attentat de Barbès et l'attentat de Nantes, est sur la liste des résistants à abattre. On me cache au laboratoire, un lieu habité par un couple de camarades allemands. Où France Bloch, chimiste de métier, vient mettre au point des explosifs pour les actions des groupes armés. Je m'occupe en préparant des bombes, tournées par des ouvriers des usines Renault. Je respecte strictement les directives. Je ne sors pas du local. On m'apporte régulièrement mes repas. Fabien vient me voir. Il me raconte sa vie difficile, de planque en planque, avec sa femme et sa petite fille.
J'ai l'impression d'être un curé pour lui. Il me donne 2 cachets de cyanure et une carte d'identité. Je suis désormais Alexandre Renon. Le 19 novembre, coup de tonnerre. Aux premières pages des journaux, ma photo et un avis de recherche. Je quitte la planque et pars me réfugier chez des camarades. 3 jours plus tard, Fabien vient me dire que le labo est tombé et que le parti me soupçonne d'avoir donné la planque. La direction du parti est mal informée sur mon compte. Je gagne rapidement la gare. Je prends un billet pour le sud. Dans le train, je rencontre un gars avec qui je me lie d'amitié. Il me donne un tuyau. Tu vas jusqu'à Urugne, près de la frontière espagnole. Tu trouveras un petit hameau qui s'appelle Olette. Il y a une petite place. Sur la place, un tabac. Tu demandes le patron de ma part. Il te fera passer la frontière. Je l'écoute, mot pour mot. Et me voilà à Olette. Un gars me dit que le patron du tabac est en prison. Lui, il est contrebandier. Son père a été assassiné par les Boches, alors il les aime pas. Il propose, tu me donnes 2 paquets de cigarettes et 2 plaques de chocolat, et cette nuit, je te fais passer la frontière. Le soir, 5 gars de haute stature viennent me chercher, et nous voilà partis dans la nuit noire. Je vois rien. Nous marchons à travers champs. Nous montons des sentiers rocailleux. Mes pieds trempent dans un ruisseau. Mes guides connaissent parfaitement le coin. Enfin, on arrive en haut d'un mamelon. Ça y est, je suis en Espagne. Pour continuer le combat face à un système répressif de plus en plus efficace, il faut savoir ruser. Dans la banlieue de Lyon, Bertie Albrecht est officiellement employée par Vichy pour apporter des solutions au chômage féminin. Officieusement, elle exerce ce travail comme couverture. Au nez et à la barbe du gouvernement, les bureaux accueillent en fait des travailleurs de l'ombre du mouvement Combat qui utilisent le matériel et les locaux à des fins de résistance. Mais l'activité est telle qu'elle finit par attirer l'attention de la police. Je suis en train de prêter main forte à l'armée du salut quand on vient me prévenir que la police recherche maman. Je file à toute allure et la trouve à la maison, travaillant sur un texte pour notre journal. Il faut faire disparaître les documents compromettants en les brûlant. Je la supplie de partir. Je peux faire ce travail moi-même. Elle refuse. Nous entendons monter dans l'escalier des pas bruyants qui s'arrêtent devant notre porte. Malgré les polices ouvrées et diverses menaces, maman n'ouvre pas. Si bien qu'ils ont recours à un serrurier. Ce qui nous donne un petit quart d'heure de plus pour incinérer la totalité des documents. Quand les policiers entrent dans l'appartement, ils découvrent les cendres encore chaudes. Ils sont furieux. Ma mère, au milieu de ce tourbillon, est d'un calme extraordinaire, comme si rien de tout cela ne la concernait. Elle est embarquée. Son arrestation met fin à notre vie à deux. Depuis, je suis surveillée en permanence par la police. La prudence exige que je fréquente le moins possible les camarades du mouvement. Au printemps 1942, Pierre Laval engage Vichy dans une collaboration totale avec l'occupant. Le régime est d'autant plus enclin à servir les intérêts du Reich
qu'ils partagent la plupart de ces idéologies. Anticommunisme, antisémitisme, haine de la démocratie. Ils s'inspirent même de l'eugénisme nazi pour instituer de nouveaux décrets. Le secrétaire d'État à l'éducation nationale et à la jeunesse, Abel Bonnard, un germanophile convaincu, admiratif de la politique éducative du Reich, entend exclure de l'enseignement secondaire professeurs et étudiants souffrant d'une maladie contagieuse, d'une infirmité ou d'un vice de constitution. Sa loi, signée par Pétain le 1er juillet 1942, précise les maladies et les infirmités concernées. Les malformations congénitales des membres, les amputations des 2 membres inférieurs, ainsi que des infirmités légères comme cicatrices ou bec de lièvre qui n'étaient pas auparavant considérées comme des obstacles. À l'article 15, cet arrêté indique que les candidats devront présenter une acuité visuelle d'au moins 8/10 sur le total des 2 yeux. L'élimination des candidats concernés se fera après examen par un ophtalmologue qualifié. Jacques Lucéran prend la nouvelle loi de plein fouet. Au terme de la loi nouvelle, je n'ai plus le droit de me présenter à Normal Sup. Pour avoir le droit de vivre dans ce monde, il faut prouver qu'on a le corps intact. Malheur aux unijambistes, aux manchots, aux bossus, aux nègres et aux juifs. La longueur maximale du nez des futurs fonctionnaires figure dans le décret. Pour la première fois de ma vie, on me refuse l'avenir. Je ne suis plus une personne, mais une catégorie humaine. Ma cécité m'exclut de la société civile, me place du côté des inaptes. Georges tente de me réconforter. Au bout de la guerre, il y a la victoire, et alors on rira bien des décrets de Vichy. Et pourtant, avant d'en rire, il faut la gagner, cette guerre. En Espagne, après son passage clandestin de la frontière, Gilbert Brusselin est arrêté par la police franquiste. Il est détenu au camp de Miranda pendant 6 mois. Il demande à l'ambassade britannique de plaider en sa faveur et obtient finalement gain de cause. Gilbert n'a qu'une idée en tête, poursuivre le combat. À la fin du mois de juillet, l'ambassade britannique me prend en charge avec tout un contingent de Canadiens hétéroclites. Je suis envoyé à Gibraltar. Là, un petit bureau, un coup de cachet. Ouf, l'enfer est terminé. Le ciel est bleu et ensoleillé. Les singes se battent au sommet du rocher. Je suis embarqué sur un contre-torpilleur vers l'Angleterre. Les soldats britanniques nous accueillent avec des hurrahs d'enthousiasme. Quand j'arrive à Londres, on me présente au général de Gaulle. Le général prononce un discours musclé et vivifiant pour mon cœur de Français. Je m'engage. Séjour d'1 mois à la Patriotic School, puis incorporation définitive dans l'armée de la France libre. Dans mes rangs, nous sommes tous habillés avec l'uniforme britannique. Et nous portons sur l'épaule l'insigne de notre nationalité. En novembre, j'apprends que les armées anglo-américaines ont libéré l'Algérie, le Maroc, et qu'elles foncent sur la Tunisie. Le 8 novembre 1942, les forces alliées, principalement américaines et britanniques, aidées par l'action de la résistance française, débarquent en Afrique du Nord, dans les territoires contrôlés par le régime de Vichy. Plusieurs centaines de jeunes résistants permettent la prise de la ville d'Alger. Parmi eux, José Aboulker, un jeune juif algérois, interne en médecine. José Aboulker recrute depuis la fin 1940 près de 400 jeunes Algériens, juifs pour la plupart, et prend personnellement contact avec le consul des États-Unis. Dans les semaines qui précèdent le débarquement, il transmet aux Américains de précieuses informations sur les forces présentes à Alger.
Dans la nuit du 8 novembre, les 377 jeunes, dirigés par José Aboulker, neutralisent les officiers généraux, les commissariats, la poste, les centraux téléphoniques, Radio Alger. C'est eux qui permettent la réussite de ce débarquement, véritable tournant de la guerre. En France, en réponse à cet exploit, l'armée allemande envahit la zone sud le 11 novembre, sans que l'État français n'esquisse la moindre réaction politique. Depuis son arrestation, Berthier Albrecht est en internement administratif, ce qui la prive de tous ses droits, de recourir à un avocat comme d'avoir un procès. Elle entame une grève de la faim pour avoir le droit d'être jugée. Au bout de 13 jours, elle obtient gain de cause et passe devant le tribunal avec 40 autres militants de son mouvement Combat. Berthier est condamné à 6 mois de prison ferme, Henri Freinet par contumace à 10 ans. L'invasion de la zone sud par les Allemands pourrait aggraver ces sentences. Si les Allemands appliquent les peines jusqu'à leur mise en œuvre en zone occupée, Berthier risque d'être soit fusillé, soit déporté. Du fond de sa cellule, elle a bien conscience du danger. À Lyon, tout a changé. Il y a des soldats allemands et des drapeaux nazis partout. Les contrôles d'identité s'effectuent à tout va. Ma mère s'est mise en tête de s'évader. Un proche d'Henri me dit qu'elle va simuler la folie pour être transférée dans un hôpital, d'où il sera plus facile de s'échapper. Elle est hospitalisée à l'asile d'aliénés du Vinatier. Lors de mes visites, je mémorise tout, afin de pouvoir faire un plan du bâtiment. Même si je suis nulle en dessin. L'opération est décidée. 3 camarades du mouvement arriveront en camionnette et se gareront dans la rue longeant le mur d'enceinte. 2 d'entre eux, s'aidant de cordes et d'une échelle, passeront par-dessus le mur et marcheront jusqu'au bâtiment où se trouve maman. Celle-ci doit se tenir prête dès 21h. Un gardien fait une ronde toutes les 2 heures. Puis ils feront le chemin en sens inverse, cette fois avec ma mère. À 8h, comme prévu, un camarade vient me chercher dans une vieille voiture. Arrivés au lieu de rendez-vous, nous n'avons plus qu'à attendre la camionnette. Assise dans le véhicule tout feu éteint, je regarde ma montre toutes les 2 minutes. Je vois enfin la camionnette arriver au bout de la rue. Elle approche, s'arrête, et je vois maman emmitouflée dans son astrakan, un sourire aux lèvres. Nous démarrons en direction de Vernaison, un village au bord du Rhône. Nous allons passer la nuit chez les parents d'un camarade de combat. Quelle joie! Comme partout maintenant, à Vernaison, la Gestapo est aux aguets. Berthier et Mireille sont cachés dans une maison inhabitée, sans chauffage, obligés de vivre dans le noir, sans faire le moindre bruit. Face à cette évasion spectaculaire du soir de Noël 1942, Vichy et les Allemands ne peuvent que constater que la résistance se développe, qu'elle bénéficie de complicité dans les prisons, les hôpitaux, dans tous les secteurs. 2 jours plus tard, André Bollier, responsable du journal Combat et organisateur de l'incroyable évasion de Berthier Albrecht, est arrêté. Il parvient à échapper à la Gestapo, mais il doit laisser sa femme enceinte de 8 mois et entrer en clandestinité totale. Malgré tout, les évasions restent exceptionnelles, mais elles ont un fort retentissement chez les résistants, parce qu'elles donnent de l'espoir à tous ceux qui se font arrêter. L'évasion de Raymond Aubrac impressionne elle aussi. Lucie Aubrac, résistante de la première heure et membre du cercle des dirigeants de Libération Sud, parvient, en plein jour, les armes à la main,
a attaqué la camionnette qui transfère son mari et 13 autres détenus de la prison Montluc au siège de la Gestapo de Lyon. 1943 est tout à la fois l'année de tous les dangers et de tous les espoirs. La résistance recrute, s'organise et progresse dans la voie de l'unification. Mais elle s'expose aussi à la menace permanente des services allemands, qui ont entrepris de la démanteler méthodiquement. L'occupant et le régime de Vichy s'entendent pour l'anéantir. Sous l'impulsion de Pierre Laval, chef du gouvernement, une force paramilitaire est créée. La milice voit le jour le 30 janvier 1943. Elle est essentiellement constituée d'éléments d'extrême droite. Elle recrute parmi des anciens combattants de la guerre 14-18, des sympathisants de la collaboration et des jeunes convaincus par la propagande de s'engager pour une cause patriotique. L'objectif de la milice est d'abattre la résistance, quoi qu'il en coûte, et par tous les moyens, torture et massacres compris. Elle collabore étroitement avec les forces d'occupation allemandes, en s'associant à leurs exactions. Côté résistance, le besoin de se structurer est vital. On est loin des petits groupes hétéroclites et solitaires des premiers temps. Chacun le sent bien. L'heure de la libération approche. Il faut préparer l'insurrection. Depuis 1942, un projet d'unification des forces est mené par Jean Moulin. Le défi, coordonner les mouvements indépendants pour que leurs actions s'étendent de manière organisée sur tout le territoire, puis les rallier à la France libre de De Gaulle. Parmi ces mouvements, Défense de la France, un groupe dont l'efficacité des publications clandestines et la fabrication de faux papiers est sans égal. À sa tête, Philippe Vianney est à l'âge de 25 ans le chef incontesté d'un des plus importants mouvements de résistance de la zone nord. Sous le pseudonyme d'Indomitus, l'Insoumis, il publie un journal clandestin à des centaines de milliers d'exemplaires. Même si la résistance est passée à la lutte armée, contrecarrer la propagande, informer les Français du déroulement de la guerre et des actions menées est primordial. Suivant le processus d'unification de la résistance, Vianney se rapproche en janvier 1943 de Jacques Lucéran et des 600 membres des Volontaires de la Liberté. Je me prépare à recevoir le chef d'un grand mouvement en zone nord, Philippe Vianney. Le 31 janvier, vers 11h du matin, il fait froid sur Paris, mais le soleil brille. Georges et moi nous attendons Philippe. Nous sommes sur nos gardes. Toute rencontre peut engager la mort. L'officier arrive, un pas rapide et lourd. Une voix assez peu timbrée mais chaude. Une voix qui fait presque tout de suite intime, qui vous palpe de l'intérieur. Ce n'est pas un homme que je sens, mais une force. On est séduit. Avec Georges, on se donne à Philippe sans précaution. Son mouvement s'appelle Défense de la France. Il tire un journal à 10 000 exemplaires par mois, paro-néotypé, un vrai, imprimé. Il a un atelier avec des rotatives, du papier, des armes, une dizaine de locaux clandestins à travers Paris, une officine capable de produire 2500 fausses cartes d'identité par mois et un équipement de radio en liaison permanente avec le gouvernement du général de Gaulle à Londres. Je deviens responsable national de la diffusion du journal. Comme mes confrères des mouvements Résistance, Combat, Libération et Francs-Tireurs. Un vrai journal en 1943, c'est un objet précieux. Chaque ligne imprimée est arrachée à tant de courage. Chaque ligne imprimée connaît la mort possible de tous ceux qui l'ont écrite. Passée sous presse, transportée, distribuée. Il y a du sang au bout de chaque page. En février, nous disons ce que personne sur le continent européen ne dit alors. L'armée nazie vient de tomber à Stalingrad. Le sort de la guerre est en train de s'inverser. Mais en France,
Un ordre allemand fait des ravages. Tous les jeunes de plus de 21 ans doivent partir comme travailleurs obligatoires en Allemagne. Tout, plutôt que de tolérer le départ d'un seul des membres du mouvement. Près de 80 des nôtres entrent en clandestinité totale. Le gouvernement de Vichy, dans la continuité de sa politique collaborationniste avec les nazis, instaure le STO, Service du travail obligatoire. Une loi, adoptée le 16 février 1943, impose le départ en Allemagne de tous les jeunes hommes âgés de 20 à 23 ans. Le but est de fournir une main-d'œuvre corvéable à merci pour contribuer par un travail forcé à l'effort de guerre du Reich. Il n'est désormais plus question de départ volontaire, comme un an plus tôt avec la relève, quand Pétain et Laval ont voulu convaincre des travailleurs français de partir en Allemagne en échange du retour de quelques prisonniers de guerre. Difficile d'échapper au STO, car les réfractaires sont promis à des sanctions sévères. Toutes les familles françaises sont touchées. Le mythe d'un Pétain protecteur s'effondre. La résistance multiplie les appels à désobéir et à refuser tout départ. Maurice Schumann, porte-parole de la France libre, lance depuis Londres un appel sur les ondes de la BBC aux futurs requis. N'y allez pas, résistez. Cette réquisition contre leur gré de tous les jeunes Français conduit près de 100 000 d'entre eux à prendre le maquis. Avec la défaite allemande à Stalingrad, l'espoir de la libération est plus fort que jamais. Dans toutes les régions de France, on se prépare à l'insurrection. À la même période, Bertie Albrecht, traqué par la Gestapo, part se réfugier à Marseille avec sa fille Mireille. Elle espère que sa fille y sera plus en sécurité. Nous reprenons le train, direction Marseille. Maman est devenue Madame Moulin et moi, Mademoiselle Allard. Il semble plus prudent de ne pas porter le même nom. Je ne suis pas très rassurée avec ma fausse carte d'identité. À Marseille, il y a de nombreuses arrestations. Les polices sont aux aguets. Maman est fermement décidée à reprendre la lutte au sein de Combat. Personne n'est de cet avis. Henri suggère de la faire partir pour Londres. Elle s'y oppose de façon catégorique. Faire la guerre assise dans un fauteuil en cuir, jamais. Henri et moi la supplions d'accepter ce départ. Mais rien n'y fait. Un soir, maman me dit « Ma chérie, nous avons longuement parlé de toi avec Henri. Et nous avons pris la décision de t'envoyer en Suisse. Je vais écrire à mes cousins de Genève. Tu comprends bien que si on t'arrête, je ne pourrai pas le supporter. Je n'ai pas le choix. » Quinze jours plus tard, Bertie écrit une lettre au père de Mireille, Frédéric Albrecht, un banquier établi à Londres. Mon cher Frédéric, j'ai tellement souffert moralement de voir l'arrivée des Boches en France, de les voir s'installer partout en maîtres, manger notre beurre, notre viande, notre pain, nos fruits, pendant que nos enfants s'anémiaient à force de manquer de nourriture. J'ai tellement souffert dans mon orgueil que tout de suite, j'ai cherché les moyens de les foutre à la porte, même si cela devait me coûter la vie ou la liberté. Si j'ai une haine farouche pour les Allemands, j'ai une haine sans pitié pour les mauvais Français qui ont trahi la France. La seule consolation, c'est qu'ils paieront, et que ce jour approche à grands pas. Mireille est partie il y a 15 jours pour la Suisse. Je suis triste de ne plus la voir, mais cette vie clandestine pour elle n'était pas drôle.
Je me suis toujours débrouillée pour qu'elle mange à peu près convenablement. Et nous ne nous sommes presque pas séparés. Elle a eu beaucoup d'émotions, parce que la police l'a interrogée plusieurs fois. Elle a eu énormément de courage et n'a jamais donné le moindre petit renseignement à ces messieurs. On peut même dire qu'elle les a eus, tous salopards qu'ils soient. Mais tout cela n'était pas bon pour elle, qu'elle vive dans des hôtels très modestes et sans feu, qu'elle déménage à chaque instant, qu'elle se fasse des amis nouveaux tous les 3 mois et qu'elle les perde. Elle sera tranquille en Suisse. J'espère qu'elle pourra y refaire ses nerfs. Je t'embrasse très affectueusement. Quoi qu'il arrive, ne te fais pas de bile pour moi. La vie ne vaut pas cher. Mourir n'est pas grave. Le tout, c'est de vivre conformément à l'honneur et l'idéal qu'on se fait. Le 28 mai 1943, une réunion doit se tenir à l'hôtel de Bourgogne, à Mâcon, avec des membres du mouvement uni de la résistance, regroupant désormais les mouvements Combat, Francs-Tireurs et Libération Sud. Bertie Albrecht est en avance. Elle attend, assise sur un banc du square de la Paix. Brusquement, la Gestapo arrive, l'entoure, l'arrête. 3 jours plus tard, après avoir été torturée sans relâche, Bertie Albrecht se pend dans sa cellule pour ne pas dénoncer les siens ni trahir son combat. D'autres suivront son exemple. Pierre Brossolette, l'homme chargé de faire le lien entre la résistance extérieure et les mouvements de la résistance intérieure, se donnera la mort en sautant par une fenêtre du siège de la Gestapo. Jacques Bingen, l'un des principaux artisans de l'unification de la résistance, avalera une capsule de cyanure pour ne pas livrer ses camarades. Malgré leur jeune âge, les pionniers de la résistance, rejoints par tant d'autres, font figure de vétérans. Comme il semble loin le temps de leurs premières actions, aussi audacieuses que solitaires. Loin également celui des doutes et des hésitations. Le temps presse, la répression fait chaque jour des ravages. Dans cette course vers la libération de la France, les résistants doivent agir, vite. Prendre des décisions sans attendre, sans s'encombrer du doute qui retarderait leurs actions. En cette année 1943, alors que la prudence est une vertu si l'on veut survivre, l'excès de prudence entraîne l'inaction. Pour Jacques Lucéran, le jeune lycéen, comme pour les autres, chaque décision est une prise de risque. Les agents de notre mouvement, Défense de la France, sont débordés. Dans le Nord, il nous faut recruter un homme. Elio, étudiant en médecine, se présente à nous. Il nous est envoyé par recommandation de premier ordre. Il est admirablement informé et précis. Natif du Nord, il connaît bien le pays industriel. Il est la solution vivante à notre impasse là-bas. Mais Elio a la poignée de main lourde. Trop lourde. Je mets mes sens en alerte. Le bonhomme affole ma machine. Mon aiguille virevolte. Elle ne se pose ni sur le oui, ni sur le non. Elio parle trop bas. Sa voix est comme sa main. Elle n'a pas la qualité claire, ni la prise loyale. J'hésite. Georges aussi. Nous faisons part de nos doutes à Philippe. Et Philippe bougonne que nous ne pouvons plus aller trop loin dans la prudence. Elio part pour Lille, et il fait des prodiges. Il devient, là-bas, en 15 jours, maître du réseau. Jacques Lucéran est arrêté le 20 juillet 1943. Ses sens ne l'avaient pas trahi. Elio, dont la main était trop lourde et la voix trop basse, était un traître infiltré à la solde des Allemands. Émile Marongin de son vrai nom,
avait accepté pour 5 000 francs par semaine de donner à la Gestapo les noms, les adresses, les lieux de rendez-vous et tout ce qui se rapportait au mouvement Défense de la France. Il avait ainsi remis un dossier de 90 pages détaillant les activités des membres du mouvement. Émile Marongin est directement responsable d'une centaine d'arrestations en région parisienne et dans le nord de la France. En tout, 48 membres, dont Hubert Vianney, frère de Philippe Vianney, cofondateur de Défense de la France, et Geneviève de Gaulle, la nièce du général, sont internés à Fresnes, puis déportés. Le journal du mouvement va tout de même poursuivre son action jusqu'à la libération, non sans en payer le prix fort. Sur ces 2995 membres, 688 seront victimes de leur résistance par l'écrit et 146 périront en déportation. Malgré l'intervention du proviseur du lycée Louis-le-Grand, Jacques Lucéran est incarcéré à la prison de Fresnes. En août 1944, alors que Paris se libère, Gilbert Brusselin, le jeune militant communiste qui avait rejoint les forces françaises libres de De Gaulle, est à Alger. En apprenant la nouvelle de la libération, il décide de rentrer à Paris. Une grande nouvelle bouleverse l'humanité tout entière. Paris s'est libéré. Notre combat n'a pas été inutile. Après nos balbutiements et notre chute, d'autres combattants ont continué la lutte, pour l'élargir et l'amplifier. Le peuple de Paris s'est levé pour débarrasser notre pavé des galoches sinistres des occupants verts de gris. Je vais enfin retrouver ma mère. Mais en entrant dans ce Paris libre, j'apprends que la plupart de mes camarades ont été assassinés. Zalkinov, sous la torture, n'a pas parlé. Je me rends rue de Montreuil. Personne. Notre logement est sous scellé. Ma tante me raconte qu'après l'arrestation des membres de mon groupe, les flics ne parvenant pas à me trouver, ont embarqué tous les membres de ma famille et que ma mère a été déportée. Comme souvent, quand la police française ou la Gestapo ne parviennent pas à leur fin, ils se vengent sur les familles. Suzanne, la mère de Gilbert, est déportée à Auschwitz par le convoi du 24 janvier 1943. Elle y meurt un mois plus tard. 26 membres du groupe de Gilbert sont arrêtés par la police française. Parmi eux, Marcel Bourdarias, un étudiant communiste de 18 ans, est torturé pendant 5 jours et 5 nuits avant d'être remis aux Allemands. Avant de mourir, il laisse une dernière lettre à ses camarades. « Chers amis, je vous écris une dernière fois pour vous adresser mon adieu. Il est environ 1 heure, et à 5 heures je serai fusillé, donc quelques heures devant moi. Je suis calme et tranquille. Oui, pour moi c'est fini. Je me souviens du bon temps que j'ai passé près de vous. Et je vous demande de vous en souvenir également. Ne pleurez pas pour moi. Je ne suis pas à plaindre. Mais aimez mon souvenir. » Après avoir été torturé et séquestré dans une cellule de la prison de Fresnes durant plusieurs mois, Jacques Lucéran est déporté le 22 janvier 1944 au camp de Buchenwald. Un blizzard sans commencement ni fin gifle la colline de Buchenwald. Pour les incapables de mon genre, on a inventé un système, le bloc des invalides. Personne n'est entier aux invalides. C'est la condition pour y entrer. On rencontre les unijambistes, les manchots, les trépanés, les sourds, les cul-de-jatte, les épileptiques, ceux qui sont mangés par la gangrène, ceux qui ont la gale, et enfin les fous. On y meurt à un rythme qui rend le recensement du bloc impossible.
Ce n'est plus se heurter à un mort qui surprend, mais à un vivant. Je n'entends plus rien, tant il y a de gémissements partout. Un matin, je sens le corps d'un homme qui m'embrasse. À la seconde même, je sais que c'est Georges. Je n'ai pas encore entendu sa voix, mais je sais que c'est lui. On ne se lâche plus. Une semaine plus tard, on appelle Georges en sondeur commando. Il me murmure « Adieu Jacques, je ne te reverrai plus. » Et puis un beau jour, un petit Russe se met à crier « Les Américains! Les Américains !» Des hommes courent, d'autres hurlent. On passe d'un coup de l'idée de la mort à l'idée de la vie. Nous demandons un peu de temps pour y croire. Le camp est anesthésié. J'ai la chance d'avoir 20 ans. Je n'ai pas besoin d'autre honneur que celui d'être en vie. La résistance devait être reconnue par les Alliés pour que la France soit rangée du côté des vainqueurs. Mais ce n'était pas là le but des tout premiers résistants. Leur engagement est né d'un réflexe, d'un refus surgi des entrailles, d'une pulsion de vie et de liberté, jamais d'un calcul. Un camarade de Jacques Lucéran écrit après l'armistice du 8 mai 1945 « Les mômes de 15-16 ans, ils n'étaient pas responsables de la guerre. C'était aux militaires de carrière à faire leur boulot, pas aux mômes. Mais les mômes, ils ont réagi tout de suite. Et ils ont montré l'exemple, dès le début. Et ils l'ont payé cher. Les historiens estiment autour de 12 000 le nombre de morts, victimes de l'occupant et de Vichy, et à 60 000 environ celui des déportés résistants, dont 40% ne sont pas revenus. Au total, près de 36 000 résistants assassinés. Mais le bilan comptable ne vaut rien si l'on oublie de célébrer l'exemplarité de ces quelques-uns qui ont permis l'espoir, redonné du courage et qui ont convaincu bien d'autres de ne pas se soumettre à l'oppression nazie. Ce n'est que 10 ans après la libération que Jean Moulin a commencé à être reconnu comme un héros national. Comme bien des premiers résistants, comme Mireille, Jacques et Gilbert, il n'avait prétendu à rien, sinon se battre pour notre liberté.